Bon, bonjour à toutes et à tous. Vous savez qu'au Collège de France, nous commençons généralement à l'heure, parce que nous avons beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre. Et donc, je vous salue pour cette matinée. Qui sera donc suivie, après mon introduction, par une conférence privée de mon collègue et ami William Marks. Je vous dis qui je suis. Voilà. Je suis donc secrétaire général de la Fondation du Collège de France. Marc Fontecave, le président de la Fondation, aurait aimé être là, mais il est retenu. Et la collégialité permet des substitutions à peu près à égalité entre les différentes personnalités qui ont le plaisir de vous accueillir et de vous remercier. Et je suis donc particulièrement heureux de vous accueillir pour cette matinée qui est sous le signe de la connaissance, du partage des connaissances, mais aussi de la générosité, celle du savoir et celle du soutien au savoir, à sa production et à sa transmission. La Fondation du Collège existe depuis une dizaine d'années et s'engage aux côtés, bien sûr, du Collège de France. Elle a pu soutenir déjà à peu près 90 projets de recherche dans tous les domaines, en sciences exactes comme en sciences humaines et sociales. Et elle a permis de recruter à peu près 100 chercheurs. Donc c'est une activité très importante pour le collège. Je souhaiterais profiter de ce moment pour, évidemment, remercier chacune et chacun d'entre vous pour cette générosité et ce soutien fidèle auquel nous tenons beaucoup. C'est grâce à votre engagement à nos côtés que nous sommes en mesure de concrétiser des projets de recherche qui sont ambitieux, novateurs, risqués parfois, puisque la recherche, c'est aussi la prise de risque, et de recruter des équipes de chercheurs, de jeunes chercheurs, mais aussi de chercheurs confirmés et de grands talents. Qu'est-ce que soutient la Fondation ? Elle s'occupe de soutenir des travaux qui s'intéressent au recyclage, par exemple, du carbone en carburant durable. Nous avons soutenu la rénovation de l'Institut des civilisations, qui est une magnifique entreprise qui arrive à son terme, rue du Cardinal Lemoine, sur un des 3 sites du collège. Il s'agit aussi d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques pour le soin, l'analyse et le soin, l'analyse complète et le soin de la maladie de Parkinson. Il s'agit de soutenir des campagnes archéologiques, mais aussi, par exemple, de numériser, de mettre à la disposition de toutes et de tous des archives exceptionnelles du collège et des ouvrages anciens particulièrement rares. Voilà quelques-uns des projets que le collège a menés et espère pouvoir continuer à mener grâce à votre générosité. Les cours auxquels vous assistez, maintenant à nouveau en présence, ou de toute façon aussi via l'accès Internet, sont le reflet de cette recherche que nous voulons mener au plus haut niveau dans tous les domaines, enseignée par la recherche fondamentale. Telle est la doctrine de cette maison. Cette recherche fondamentale est donc mue par la volonté de comprendre la complexité formidable de notre monde, de ces êtres vivants et non vivants, et des humains, bien sûr. Elle est aussi le terreau sur lequel des innovations se développent et indirectement les concepts, les technologies, les entreprises novatrices et les emplois de demain. Ce monde que nous connaissons aujourd'hui, il est bien sûr le reflet et le produit aussi, pour partie, de la recherche fondamentale d'hier. Votre téléphone portable contient des puces qui sont les héritiers des transistors, qui sont eux-mêmes le produit de travaux sur la physique quantique des années 30. La médecine régénérative bénéficie de travaux sur les cellules souches, dont le concept est issu de travaux très anciens. Et puis, comme vous l'avez vu depuis 2 ans, les travaux sur l'ARN, par exemple, ont permis des progrès extraordinaires et à une vitesse fantastique pour la mise au point d'un vaccin ou de plusieurs vaccins qui nous sortent d'un péril
qui n'est pas entièrement contrôlé, mais qui est en voie de contrôle. La recherche fondamentale est donc un enjeu tout à fait déterminant pour l'avenir de notre pays et du cercle dans lequel notre pays s'inscrit, notamment l'Europe, dans une situation de compétition mondiale très intense et de plus en plus intense. Et la recherche participe de la multipolarité du monde, qui est à la fois de coopération, mais aussi de compétition. Aujourd'hui, bien sûr, elle a des besoins de financement croissants. Et c'est vrai que la philanthropie et le mécénat représentent, aux côtés des financements publics, une aide extrêmement précieuse pour donner aux chercheurs des moyens de leurs ambitions pour mener leur recherche à bien. Avant d'introduire mon collègue, le professeur William Marks, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin, je voudrais rappeler que la Fondation du Collège, c'est une équipe qui est mobilisée et qui est disponible. Sa directrice, Marie Chéron, va nous rejoindre dès qu'elle peut, elle arrive. Flavie Dubois-Mazéry est là, elle est responsable des relations avec les donateurs. Niels Bernier est en charge du mécénat. Il est à l'accueil plus haut et il va nous rejoindre. Et nous serons tous présents pendant la réception qui suivra la conférence. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir vers nous. Donc, William, qui est au premier rang tout près, qui va me succéder, a accepté de donner une conférence exceptionnelle ce matin sur le cours de poétique de Paul Valéry, puisque nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la naissance de Paul Valéry, qui, comme vous le savez, fut professeur ici au Collège de France. Et il a donné un cours de poétique ici au Collège, entre 1937 et 1945. Eh bien, ce sont 8 années qui se logent dans une période historique, hélas, tragique, mais ce cours a marqué durablement l'histoire de la théorie littéraire, de la critique littéraire. Et comme William nous le dévoilera, ce cours va bientôt faire l'objet d'une édition puis d'un colloque international. Et ce cours, l'édition de ce cours et aussi le colloque seront soutenus grâce à vos dons, la publication. C'est donc un aperçu inédit de ce monument de la pensée à l'influence si durable que va nous livrer aujourd'hui le professeur William Marks. Et par le biais de cette conférence, mais également grâce aux articles qui sont régulièrement publiés sur le site de la Fondation ou dans sa newsletter, nous espérons ainsi vous faire connaître de plus près et toujours davantage la diversité et la richesse des recherches qui sont soutenues par la Fondation grâce à vous. Et comme je l'ai dit, à la suite de cette conférence, nous nous retrouverons dans le Salon Bleu, un peu plus haut, pour un café. Eh bien, je vous souhaite une bonne conférence et je donne tout de suite la parole, en le remerciant chaleureusement, à mon collègue William Marks. Je crois qu'il a plutôt été prévu que je m'assieds, puisque comme j'aurai besoin de l'ordinateur, ça va être... Bien, merci Pierre-Michel pour cette très aimable introduction. Je dois dire que je suis très heureux de me retrouver parmi vous, donatrices et donateurs de la Fondation du Collège de France, pour vous parler non seulement d'un projet vraiment en cours. Vous savez, le Collège a pour tradition et pour devise d'enseigner la recherche en train de se faire. Et là, c'est réellement une recherche en train de se faire que je vais vous présenter. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y a un peu d'improvisation là-dedans. Ce sont les aléas de la recherche, mais je pense que ce sera peut-être intéressant pour vous. Et puis, par ailleurs, parce que ce dont je vais vous parler correspond à une histoire assez prestigieuse du collège, qui se continue, rassurez-vous, encore aujourd'hui, il me semble,
mais c'est une contribution en quelque sorte à la connaissance non seulement de l'histoire du Collège de France, mais aussi à l'histoire de la pensée, autour de ce cours de poétique de Paul Valéry, puisque Paul Valéry a été professeur ici même de 1937 à 1945 sur une chaire au Collège de France. Alors, je vais essayer de... Je voulais commencer par une image. C'est une image qui se trouve devant le lycée Paul Valéry à Paris. Il existe un lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement, et pour exposer l'historique de ce lycée, il y a une présentation un peu étrange, vous verrez, de Paul Valéry. On dit qu'il est né à Sète en 1871, très bien. Il est passionné par les mathématiques et la musique, c'est très juste. Après des études de droit en 1889, il s'essaya à la poésie et publie ses premiers vers, en dehors du problème de la jonction du présent avec le passé simple. Bon, dans la phrase, mais c'est assez juste pour l'instant. Et c'est là que les choses se corsent un petit peu. Académicien, membre du Conseil des musées nationaux, administrateur du Centre universitaire méditerranéen, président de la Commission coopération culturelle pour l'exposition universelle, chaire de poésie au Collège de France. Il devint en 1939 président d'honneur de la SACEM. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il vous en semble, vous n'êtes peut-être pas très familier de l'œuvre de Paul Valéry, mais je trouve que ce résumé biographique est quand même un petit peu trompeur, me semble-t-il, sur Valéry. D'abord culminé sur cette présidence d'honneur de la SACEM en 1939. J'ai beaucoup de respect pour la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs de musique, mais enfin, je ne crois pas que ce soit le point culminant d'une carrière d'écrivain, de penseur, de poète. On aurait au moins pu dire qu'en 1945, Paul Valéry aurait dû recevoir le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise en avait décidé ainsi, mais Paul Valéry est mort en juillet, et donc les choses n'ont pas pu se faire comme prévu. Et puis surtout, on oublie de dire, évidemment, que Paul Valéry a été un immense... non seulement il s'est essayé à la poésie, mais il a été un très très grand poète, le plus grand poète de son temps, renommé internationalement, un très grand penseur aussi, et philosophe, et donc qu'il n'a pas fait que s'essayer à la poésie et publier ses premiers vers. Enfin voilà, je me demande comment les choses se passent dans l'éducation nationale pour qu'on puisse faire des résumés si étranges d'une carrière. Et puis on indique, comme vous le voyez, qu'il a été chaire de poésie au Collège de France. Bon, rectifions d'une erreur. En fait, il n'a pas été chaire de poésie, il a obtenu une chaire de poétique, ce qui, pour Valéry, n'était absolument pas la même chose, et c'est ce que je vais vous expliquer à l'instant. Et cette chaire de poétique, eh bien, il l'a tenue, je vous l'ai dit, de 1937 à 1945. Voici une photographie, je crois, de la leçon inaugurale, le 10 décembre 1937. Et le mieux, c'est peut-être de céder la parole à Valéry lui-même. Ce cours, vous le savez, n'est pas un enseignement. Le Collège de France admet, heureusement, une liberté d'expression et une liberté de point de vue qui est presque sa raison d'être. Puisqu'à côté des choses qui s'enseignent, il admet qu'on parle ici pour exciter l'appétit de quelque chose. Eh bien, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai fait ici un cours de poétique, ou plutôt non pas pourquoi, mais comment il s'est fait que j'ai été amené cette conception de la poétique qui s'est présentée à mon esprit lorsque mes regrettés amis, M. Joseph Bédier et M. Moret, Bédier admis, ont inventé cette idée que je pourrais être ici professeur au Collège de France, ce qui m'a beaucoup étonné, n'ayant jamais enseigné de ma vie, et ne me sentant pas tout à fait une âme de professeur. Mais enfin, ils ont trouvé cette idée, et je l'ai acceptée après réflexion. Voilà, et puis ensuite, Valéry explique comment il a conçu cette chaire de poétique. Alors, c'est assez émouvant, je crois, d'entendre la voix de Valéry dans ces murs. Et c'est d'autant plus émouvant que c'est le seul enregistrement sonore que nous ayons de ces cours. Vous savez, aujourd'hui, heureusement, tous les cours
sont enregistrés, filmés et diffusés sur Internet et sur quantité de médias, et puis sauvegardés pour l'éternité, ou presque. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de Valéry, bien évidemment, et ça, c'est la première fois, on est en 1941, où la radio dépêche un journaliste. C'était ce que Valéry croyait être sa leçon de clôture du cours, parce qu'il avait atteint à ce moment-là la limite d'âge, qui était alors de 70 ans. En fait, il allait être prolongé les années suivantes, mais ça, il l'espérait, mais il ne le savait pas encore. Ça n'avait pas été officialisé. Il a fait sa leçon de clôture. La radio a envoyé un journaliste, a enregistré non pas tout le cours, mais 5 minutes du cours. Et puis, voilà, c'est fini. C'est le seul exemplaire que nous ayons de la voix de Valéry dans le cours. Nous avons d'autres enregistrements de Valéry ailleurs, lisant ses poèmes, etc., ou à la radio, mais c'est le seul pour le cours. Et ce qui me paraît intéressant aussi quand on entend Valéry ici parler, c'est qu'on y retrouve en fait quelqu'un qui improvise beaucoup à partir de ses notes, qui hésite. Il a cette voix un peu nasillarde, assez d'époque, un débit rapide, haché, une voix un peu gouailleuse aussi, une articulation un peu lâche, les hésitations sont nombreuses, et je crois que ça a été une marque de fabrique de Valéry pendant ce cours. Valéry était un causeur étincelant dans les salons, brillantissime, mais ce n'était pas un orateur. Et cela s'entend un petit peu dans le cours lui-même. Ce n'était pas un orateur, il n'était pas fait pour être professeur en vérité, ce n'était pas sa vocation, hein. Il était poète, il n'avait jamais enseigné de sa vie, il avait donné des conférences, bien sûr, mais pendant ces 8 années de cours, eh bien, le public est venu assister à ces cours, non pas pour le charme de la voix de Valéry ou de son élocution, qui était assez maladroite, mais parce qu'il y avait une pensée, derrière, et que cette pensée compensait, d'où mon hésitation, cette pensée compensait l'inadéquation, en quelque sorte, de la rhétorique et de l'élocution même de Valéry dans son cours. Il y avait une intelligence en mouvement que l'on pouvait assister dans ce cours, et ce qui fait de ce cours, me semble-t-il, quelque chose qui est un peu l'ancêtre de la réflexion en mouvement, celle qui sera théorisée plus tard, dans les années 60, 1970, par Roland Barthes, dans de très beaux textes sur le séminaire. Il parlait du séminaire à l'EHESS, mais c'est aussi des choses que Barthes a pratiquées ici même dans son séminaire au Collège de France. Donc pour Valéry, le cours était une expérience de pensée, et donc il a été professeur ici, comme il le dit, d'une manière tout à fait un peu par accident. Ce n'était pas tracé dans sa carrière, et peut-être je peux vous expliquer brièvement comment Valéry a pu arriver dans ces murs. Il raconte qu'en vérité, il a été sollicité. On arrive ici toujours plus ou moins sollicité par les collègues, et sollicité par l'administrateur du Collège de France de l'époque, qui était Joseph Bédier. Joseph Bédier, éminent médiéviste, spécialiste de la chanson de Roland, de la littérature française médiévale, et qui a été plusieurs années administrateur du Collège de France, et qui était un ami de Valéry. Ils se connaissaient par le biais de l'Académie française, dont ils étaient membres, Valéry et Bédier, tous les deux. Et puis Valéry cite aussi Alexandre Moret, qui était égyptologue. Mais enfin, c'est Bédier qui a été le moteur dans cette histoire. Que s'est-il passé? C'est une histoire un peu administrative, assez intéressante quand même, que je vais résumer brièvement. Jusqu'en 1936, l'âge limite des professeurs du Collège de France était de 75 ans. En 1936, le Front populaire arrive au pouvoir, et pour diverses raisons, il décide d'abaisser l'âge limite des professeurs, de le baisser de 75 ans à 70 ans.
Ce qui veut dire qu'un certain nombre de professeurs, qui étaient entre 70 et 75 ans, sont obligés de quitter leur fonction. Il y a 7 professeurs, 7 chaires donc, hein, qui se libèrent, dont la chaire d'Abel Lefranc, hein, qui était spécialiste de littérature française de la Renaissance. Et c'est à ce moment-là que Joseph Bédier, donc administrateur du Collège de France, songe à son ami Valéry. Et pourquoi songe-t-il à lui Eh bien, pour 2 raisons. Une raison, si vous voulez, très pratique et pragmatique et très terre-à-terre, et une raison plus élevée et plus intellectuelle. La raison très terre-à-terre, c'est que Valéry est quelqu'un qui a toujours couru le cachet, en tant qu'auteur. Je vous ai dit, c'était depuis le début des années 1920 le plus grand poète français, considéré dans les années 1930 comme le plus grand écrivain français vivant. Mais Valéry était un poète. Valéry n'était pas un romancier. Et donc un poète, même illustre comme Paul Valéry, ne peut pas compter sur la vente de ses recueils de poésie pour vivre. En plus, Valéry n'avait pas de fortune personnelle, à la différence de ses amis André Gide ou Pierre Louys, par exemple. Il avait un train de vie bourgeois, en quelque sorte, à soutenir. Il avait 3 enfants, il vivait dans le 16e arrondissement, bref. Mais il n'avait pas cette fortune-là. Et donc, il a trouvé les moyens de survivre avec sa famille, malgré son métier de poète. Et il a trouvé 2 manières de faire. Hein. Donner des conférences qui étaient rémunérées, et par ailleurs publier des éditions de luxe. Il y avait un marché d'éditions de luxe qui a fonctionné pendant plusieurs années, où Valéry publiait des éditions originales de textes, et qui ensuite il républiait ailleurs, en particulier chez Gallimard, aux éditions de la Nouvelle Revue française. Et donc il y avait un marché d'édition qui lui permettait de survivre en quelque sorte. Mais vous voyez qu'il était toujours dépendant d'une activité en quelque sorte au jour le jour. La Troisième République lui avait confié une fonction universitaire qui est l'administration du centre universitaire méditerranéen de Nice dans les années 1930, mais ça ne subvenait pas totalement à ses besoins. Joseph Bédier connaissait cette condition un peu difficile de Valéry, et donc il pensait qu'effectivement une chaire au Collège de France lui permettrait de mettre un peu de, si vous me passez l'expression, de beurre dans les épinards, hein, pour Valéry. C'est une première raison. Mais la deuxième raison, qui est plus dissible quand même malgré tout, c'est que Valéry avait développé depuis les années 1920 une réflexion théorique assez formidable, il faut le dire, sur la littérature, sur la production artistique, sur l'esthétique. Il avait fait de nombreuses conférences et dans des cercles très savants, comme par exemple la Société française de philosophie, et des conférences sur l'esthétique qui avaient beaucoup impressionné les membres de la Société française de philosophie, qui sont quand même des gens très sérieux, c'était Léon Brunswick et tout ça. Il fréquentait aussi énormément les savants, les scientifiques, les physiciens, Paul Langevin, hein, qui était professeur ici même au collège de France. Il avait des réseaux parmi les mathématiciens, les physiciens qu'il appréciait énormément parce que Valéry, et ça c'est ce que vous aviez tout à l'heure dans la présentation du lycée Paul Valéry, Valéry était passionné effectivement par les mathématiques, il s'y était beaucoup essayé, il avait beaucoup plus de respect en quelque sorte pour les scientifiques que pour les écrivains, en dehors de Mallarmé, hein, qui était son modèle absolu. Et donc, Valéry était vraiment un très grand penseur, un très grand intellectuel. Et Valéry, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ignorait, ou que seuls ses proches savaient, c'est que Valéry, depuis ses 20 ans, tenait journellement un cahier de pensée, non pas un journal intime, mais un cahier de pensée qui sont devenus ses cahiers depuis 1894, où il notait ses réflexions sur justement la pensée, hein, sur le fonctionnement de la pensée, sur le fonctionnement du rapport entre le corps, l'esprit, le monde. Cela, c'était très secret, il en donnait des extraits ou des résumés substantiels dans ses conférences, mais on sentait qu'il y avait de la matière chez Valéry. Et donc, Joseph Bédier a pensé que Valéry pouvait, sur une chaire au Collège de France, pouvait donner l'essentiel de sa pensée. Mais c'était
un geste assez audacieux de la part de Joseph Bédier à l'époque. Alors il est vrai que pour devenir professeur au Collège de France, il n'y a pas de condition de diplôme. On n'a pas besoin d'être ni habilité dirigé de recherche aujourd'hui, ni même docteur en vérité. Il suffit d'être élu par ses pairs. Néanmoins, alors nous avons bientôt aujourd'hui l'habitude d'avoir des artistes, des écrivains qui viennent enseigner au collège, soit sur des chaires pérennes, soit sur des chaires annuelles. Mais on pense par exemple à Pierre Boulez, évidemment, qui a eu une chaire de création musicale, à Yves Bonnefoy, qui a enseigné longtemps également, et puis toutes les chaires de création artistique que nous avons eues ici. Mais à l'époque, dans les années 1930, même si la possibilité existait théoriquement d'attribuer des chaires à des non-universitaires, non-docteurs, ce n'était pas l'habitude. Alors Valéry avait bien des doctorats honoris causa, en particulier de l'université d'Oxford. Il avait un renom, une stature intellectuelle, mais néanmoins, lui attribuer une chaire, c'était un geste fort et très audacieux et très téméraire d'un point de vue institutionnel. Et donc, en vérité, Valéry s'est prêté il a accepté cette proposition, il a fait candidature, il a soumis un texte programmatique que nous connaissons, qui a été publié très vite, qui s'appelle « De l'enseignement de la poétique au Collège de France », qui correspond à la plaquette que tout professeur qui présente une candidature, tout candidat professeur doit soumettre à ses pairs pour expliquer un peu la manière dont il concevrait son enseignement et sa recherche. Mais Valéry n'était pas un universitaire à proprement parler. Et donc, cette candidature, cette proposition de candidature était très audacieuse de la part de Joseph Bédier et n'a pas été sans mal, en vérité, d'autant qu'il y avait chez Valéry une posture assez théorique, très, très nouvelle pour l'époque, qui en faisait vraiment quelqu'un de totalement innovateur dans la réflexion sur la littérature pour l'époque, à une époque où, à l'université française, triomphait la doctrine de l'histoire littéraire dont Gustave Lançon était le grand maître depuis le début du XXe siècle. Abel Lefranc également l'avait représenté, cette doctrine-là, au Collège de France. Et Valéry tenait par ailleurs des discours très hostiles à l'histoire en tant que discipline, en montrant l'arbitraire. Et donc il y avait un discours très anti-historique de la part de Valéry sur l'histoire, ce qui n'a pas manqué évidemment de froisser les historiens du Collège de France à cette époque-là. Et donc Lucien Febvre, rien moins que lui, a monter une fronde, en quelque sorte, contre cette candidature. Alors je vous passe les détails. Lucien Febvre a essayé de proposer une candidature concurrente, qui était celle d'un professeur André Monglon, qui était professeur à l'Université de Grenoble, spécialiste du romantisme. Bon, et donc la candidature, d'abord il a fallu voter sur la chaire, ça a été la chaire proposée par Valéry, qui s'appelait une chaire de poétique, a été finalement choisie, mais même au moment qui était de la deuxième phase de l'élection, vous connaissez un petit peu, on vote d'abord sur une chaire, à partir du programme proposé par un ou plusieurs candidats, et puis ensuite on vote le titulaire de la chaire, et même sur ce vote sur le titulaire de la chaire, où Valéry était le seul candidat, enfin il y avait un candidat, comme on disait à l'époque, de deuxième ligne, qui était Charles Dubos, qui était le critique spécialiste de littérature anglaise, qui avait été sollicité pour ce faire par Paul Valéry. Mais même à ce moment-là, Valéry n'a pas récolté une grande unanimité des voix de l'Assemblée des professeurs. Il a obtenu la majorité, mais ça a été un peu ric-rac, disons. Donc cette élection n'a pas été sans mal, et on voyait bien que les historiens, la fronde des historiens avait quand même eu des effets. Mais néanmoins, Valéry a été élu. Il a été ensuite approuvé par l'Institut de France, nommé par le ministre, et il a fait, comme vous le voyez ici, son premier cours, sa leçon inaugurale, c'était le 10 décembre 1937, qui a été
un très grand moment mondain. Et donc, on a vu venir toutes les autorités. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean Zay, avait fait le déplacement. Il y avait bien sûr beaucoup d'écrivains. On voit Georges Duhamel ici, qui venait de rentrer à l'Académie française. Là, on cite, non pas Arthur Mayer, mais André Mayer, c'est du journaliste, qui était titulaire d'une chaire de biologie au Collège de France, la comédienne Suzanne Després, il y avait Nadia Boulanger qui était là, la cantatrice Vera Bourg, Maria van Rysselbergh, la duchesse Edmée de la Rochefoucauld, qui était une grande amie de Valérie et qui sera une auditrice assidue du cours. Il y avait même Gertrude Stein, l'écrivaine américaine, qui était là, et puis quantité, vous imaginez, d'écrivains français. Ça a été vraiment un immense événement mondain, et on a vu revenir au Collège de France les jours très très mondains des cours d'Henri Bergson, où on se pressait, les dames de la haute société se pressaient au cours, et effectivement cette leçon de Guéral et la suite des cours de Valérie a suivi sur cette voie-là, alors même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors même que le cours lui-même était en vérité un cours assez austère. Valérie avait beau avoir ce public mondain, il n'a fait aucune concession à ses auditrices et auditeurs. Il leur a servi, si je puis dire, toute la synthèse de sa pensée depuis qu'il avait 20 ans. Et il a fait le résumé, il a sorti enfin la synthèse de ce qu'il appelait le système dans les cahiers, à savoir les relations entre le corps, l'esprit et le monde. Et le cours a été assez aride dès le départ, et il est resté durant les 8 années suivantes. Alors, à cette époque-là, pour lui, c'était quand même, il faut dire qu'il avait, à cette époque-là, en 1937, il avait 66 ans. C'est l'époque où plutôt les gens songent à leur retraite. Et, ma foi, il s'est astreint à une discipline de travail, discipline de pensée assez considérable. Il devait venir 2 fois par semaine. Il faisait cours comme tous les professeurs. Il faisait cours 2 heures, 1 heure le vendredi pour lui et 1 heure le samedi. Donc il venait 2 fois le matin. Donc il descendait bonhomme allant. Voilà, pendant lui, il a traversé Paris en métro depuis le 16e arrondissement, l'actuelle rue Paul Valéry, mais qui à l'époque s'appelait la rue de Villejuste. Il descendait à la station Odéon, il remontait la rue de l'École de médecine, il faisait son cours, et puis il repartait en empruntant, si possible, le véhicule d'une des élégantes, avec véhicule à chauffeur, qui l'attendait. Voilà, il n'était pas très disponible, je pense, pour les questions des auditeurs, parce qu'il voulait absolument récupérer un véhicule. Mais il a fait ça pendant 8 ans. Ça s'est terminé en 1945, il avait 74 ans quand même, ce qui n'est pas, pour l'époque, est un âge quand même assez respectable. Et puis est arrivé le moment de la guerre, qui était évidemment un moment extrêmement difficile. La guerre est arrivée avec les moments sombres de l'occupation. Pendant un certain temps, la salle n'a plus été chauffée l'hiver. L'auditoire s'est clairsemé. Ne sont plus venus que les fidèles entre les fidèles. Et Valérie continuera à venir. Il sera malade. Il y aura des moments où il fera des interruptions de cours assez nombreuses, en particulier dans la période de 39-40, la période de la drôle de guerre, une période très difficile pour lui, et puis après un peu plus tard. Et pourtant, il continuera à travailler ses cours. Et alors, ce qui était aussi amusant, c'est un peu compliqué pour lui, mais je vous ai dit qu'en 1941, il pensait donner sa leçon de clôture, puisqu'il arrivait à cet âge fatidique de 70 ans. Mais en 1941, en fait, beaucoup de chaires n'étaient plus occupées au Collège de France. Et malheureusement, pour des raisons très tristes et très tragiques, il y avait d'abord
tous les professeurs auxquels s'était appliqué le statut des Juifs et donc qui ne pouvaient plus enseigner. Il y a ceux qui étaient entrés en résistance, ceux qui étaient en captivité. Donc il y avait un certain nombre de chaires disponibles et l'enseignement s'était réduit comme peau de chagrin au collège. Et donc beaucoup de professeurs ont demandé à être prolongés quand ils attendaient quand ils obtenaient quand ils avaient atteint leur âge limite. Valéry donc a demandé cette prolongation qu'il a obtenue. Et après, il l'a demandé chaque année en 42, en 43 et en 44. Et chaque fois, ça a été extrêmement difficile, parce que Valéry n'était absolument pas en odeur de sainteté avec le gouvernement de Vichy. En particulier, dès 1941, Valéry avait pris la tête de la fronde contre Vichy et contre la politique de collaboration à l'Académie française avec Georges Duhamel, au moment par exemple où Abel Bonnard avait voulu faire voter des félicitations au maréchal Pétain pour les accords de Montoire en particulier et la politique de collaboration. Et puis Valéry avait prononcé cet éloge funèbre de Bergson à l'Académie française en janvier 1941, qui avait été très vite perçu en l'étranger, en particulier dans la communauté française à l'étranger et dans les communautés internationales en général, comme une sorte de résistance intellectuelle contre précisément la politique antisémite de Vichy, puisque Valéry avait beaucoup insisté sur la figure de Bergson comme la plus pure figure, la plus haute figure de la pensée française. Et donc Valéry, en plus, était très, très hostile à la nouvelle direction de la Nouvelle Revue Française, par Drieux-La Rochelle. Donc bref, Valéry était très peu apprécié à Vichy à partir de 1941. On lui a retiré cette administration du centre universitaire méditerranéen de Nice, et chaque fois qu'il a demandé cette prolongation, on lui a fait lanterner très longtemps avant de la lui attribuer. Donc, par exemple, en 1942, il pensait réellement qu'il n'obtiendrait pas cette prolongation, et donc il a fait une deuxième leçon de clôture. En 1942, c'est peut-être le seul professeur à avoir fait 2 leçons de clôture. Et donc, chaque fois, parfois, il obtient la prolongation uniquement après le début de l'année universitaire elle-même, ce qui évidemment n'était pas très commode. Mais il terminera jusqu'en 1945, et là, il mourra en quelque sorte quasiment en chair, puisqu'il interrompt ses cours à cause de la maladie. Et ce sont des cours qui, arides, ont été suivis par un certain nombre de personnalités qui ont été importantes pour l'époque, pour la grande époque intellectuelle de l'après-guerre. Ça a été suivi par Maurice Blanchot, Yves Bonnefoy, Michel Tournier, Sioran, Roland Barthes, le très jeune Roland Barthes. Tout ce monde-là, en dehors des autres auditeurs et auditrices, tout ce monde-là a suivi les cours qui a eu, comme vous le savez, une telle importance dans l'histoire de la pensée, en particulier de la pensée sur la littérature dans l'après-guerre et dans les années 60, 70 et 80. Et pourtant, de ce cours, il ne restait rien. C'est-à-dire que, je vous ai dit, il ne restait que 5 minutes d'enregistrement sonore, et il restait à la Bibliothèque nationale de France 2500 feuillets de notes, de préparation de cours, parfois de cours très, très rédigés. Et c'était une sorte de mythe dans l'histoire de la pensée. On savait que ce cours avait existé. Il a eu, quand en 1970, Hélène Cixous, Tzvetan Todorov et Gérard Genette fondent une revue de théorie littéraire, ils l'appellent poétique, moins en relation avec la poétique d'Aristote qu'avec le cours de poétique de Valéry, mais dont il ne connaissait au bout du compte que peu de choses. Il ne connaissait que cette plaquette de l'enseignement de la poétique au Collège de France et puis la leçon inaugurale. Donc, ce cours de Valéry était un véritable serpent de mer de la critique littéraire. C'est-à-dire qu'on en avait beaucoup parlé, on savait qu'il avait existé, on connaissait maintenant les cahiers qui avaient été édités en facsimilé, il y avait l'anthologie de la Pléiade, on savait qu'il y avait une réflexion très intéressante, mais on n'en savait pas davantage. Et donc, il y avait, je vous ai dit, ces 2500 feuillets, et j'ai eu
quand je suis arrivé ici, l'ambition d'éditer ce cours, d'éditer ce qui restait de ce cours. Et quand je vous dis que ce que je vous présente ici, c'est une recherche en train de se faire, c'est que voilà, quand je suis arrivé sur cette chaire, le Collège de France m'a attribué des moyens, une équipe, un assistant, d'autres assistants pour m'aider à transcrire ces feuillets préparatoires du cours. Il y avait parfois des transcriptions complètes de cours dans le fond de la Bibliothèque nationale de France. Et j'étais arrivé, c'est un volume qui doit paraître aux éditions Gallimard, j'étais arrivé à publier, à éditer le quart à peu près, le quart de ces 2500 feuillets de la Bibliothèque nationale de France. Et des feuillets qui sont, c'était mon choix, c'est des feuillets qui sont extrêmement rédigés. Rien à voir avec les cahiers, si vous connaissez peut-être les cahiers de Valéry, qui sont plutôt fragmentaires et un peu difficiles. Là, vraiment, on avait des textes qui étaient rédigés au long cours, plusieurs pages de développement sur des thèmes qu'on pouvait dater, hein, souvent. Et donc, ce fond est un fond qui était extrêmement lisible. Et j'ai choisi les feuillets les plus lisibles, donc correspondant au quart. J'avais été aidé par les archives du Collège de France, et en particulier pour dater les cours. C'était tout à fait intéressant. Il se trouve que là, pour le coup, il n'y a qu'un professeur du Collège de France qui peut le savoir, et les autres chercheurs ne le savaient pas. C'est-à-dire que je vous raconte un peu les coulisses d'un cours, lorsque nous faisons cours, nous devons signer un registre. Nous signons à chaque cours. Et les registres se trouvent dans la salle attenante à l'amphithéâtre. Et je me suis dit, mais ce registre que nous signons, peut-être qu'il existait à l'époque de Valéry. Et effectivement, il existait. Et donc j'ai attiré l'attention des archivistes du Collège de France sur l'existence de ces registres. Nous avons découvert qu'en fait, parce que j'ai vu que Valéry signait, que tous ses collègues signaient, et que non seulement ils signaient, mais ils numérotaient les cours, ce qui pour moi était très pratique, parce que souvent j'avais des numéros de cours sur des feuillets, mais je ne savais pas à quelle date cela correspondait, donc ça m'a été très utile pour dater les cours. Et puis j'ai vu qu'il y avait des années où Valéry ne signait pas. Et puis nous nous sommes rendus compte avec les archivistes qu'en vérité, il y avait 2 registres différents qui étaient tenus en parallèle, et sans doute en fonction des salles dans lesquelles les cours donnaient les professeurs. Donc en fait, cette édition du cours de politique a fait aussi avancer la connaissance de l'histoire pratique des cours et des archives, la connaissance des archives du collège. Donc les archives m'ont été très, très utiles pour cela, et puis aussi pour connaître l'environnement administratif de l'enseignement de Valéry. Donc il y avait le fonds de la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits, et puis, très récemment, et quand je vous dis très récemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines seulement, c'est-à-dire que mon édition était prête, je devais la rendre à Gallimard pour une parution au printemps. Et donc, c'est vraiment la recherche en train de se faire que je vous annonce ici, c'est-à-dire que a été portée à ma connaissance par un jeune chercheur l'existence à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, que je connais fort bien, hein, je connais le Valérianum, le fonds Valéry de cette bibliothèque, mais a été portée à ma connaissance l'existence de 16 leçons de 1945, transcription verbatim, faite par une sténotypiste en 1945. Or, ces leçons-là n'étaient pas référencées dans le catalogue en ligne de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Donc j'avais fait la recherche et je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait en fait un catalogue qui était un catalogue manuscrit auquel quasiment personne n'a accès et dans lequel ces leçons étaient référencées. Donc tout de suite, je regarde ces leçons, je lance mon équipe sur la transcription des leçons de 1945, mais en étudiant plus attentivement ce fonds Valéry de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, je vois des lettres de Gaston Gallimard où il est fait mention d'autres transcriptions des cours de 1938 cette fois. Parce qu'en 1938, dans la première année, Gaston Gallimard avait l'intention de publier ce cours. Et donc il avait envoyé une sténotypiste, la même sténotypiste de 1945, enfin c'est un peu anachronique de dire ça, c'est l'inverse, en 1945 on a fait appel à la même sténotypiste qu'en 1938, pour transcrire ces cours. Et il est question de ces sténotypies, de ces dactylographies qui seraient dans les archives Gallimard. Je lance immédiatement
l'archiviste de Gallimard là-dessus. Il fait des recherches assez compliquées, m'a-t-il dit, c'était assez long de les retrouver, mais il a retrouvé effectivement 12 leçons de 1938. Et donc me voici d'un seul coup avec 26 leçons supplémentaires, ce qui fait une masse assez importante en vérité de textes, tout à fait passionnante et évidemment que nous allons intégrer dans l'édition. Mais vous imaginez que moi j'avais un volume complet qui était assez énorme en vérité, qui faisait plus d'1 million de signes, et là arrivent 26 leçons supplémentaires qui vont remplacer un peu des choses que j'avais prévues. Enfin, je vous passe le détail de l'édition. Mais nous sommes arrivés à la solution avec Gallimard de publier 2 tomes. Donc ce sera non pas un tome, mais 2 tomes qui paraîtront en même temps à l'automne 2022, non pas au printemps, parce que là il y a un petit peu de retard à cause de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous qui êtes donatrice et donateur du collège par le biais de la Fondation, c'est que vraiment le collège déjà m'avait donné les moyens de transcrire ces leçons et ce que je n'aurais pas pu faire ailleurs. Là est arrivé cet ensemble de matériaux tout à fait inédits et que personne ne connaissait. Et là, j'ai pu mettre sur le chantier non seulement les assistants qui travaillaient avec moi et d'autres personnes ont été très volontaires pour participer à la transcription, j'ai pu obtenir également des vacations spéciales pour transcrire ces nouveaux documents. Et donc, je vais sans doute j'espère, pouvoir tenir les délais et rendre, comme je l'espère, avant le début de mon propre cours, qui est un moment très, très prenant pour un professeur, en janvier. J'espère pouvoir remettre à l'éditeur le volume complet avec les nouvelles leçons. Et cela n'aurait pas été possible sans la souplesse de fonctionnement et sans effectivement les moyens humains, financiers qui sont ceux du Collège de France, en particulier par le biais de la Fondation. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas dite encore, c'est qu'il est prévu à l'automne 2022, au mois de novembre 2022, donc quand le cours sera paru, je crois que c'est le 14 et 15 novembre, un grand colloque international qui ne peut avoir lieu que par le soutien de la Fondation du Collège de France. Et il y sera question, évidemment, en priorité de Valéry au Collège de France et de ce qu'il a fait ici et de son apport, de l'apport intellectuel de ce cours. Et donc voilà, je remercie non seulement le Collège de France, mais aussi vous, qui permettez cette recherche de pouvoir s'adapter au jour le jour à l'arrivée de nouveaux documents. Alors maintenant, qu'y a-t-il dans ce cours? Eh bien, je vous ai dit, Valéry, il fait la synthèse de toute sa pensée. Et le titre poétique est un peu trompeur. On pourrait croire que c'est un cours sur la poésie, sur la littérature. Je vais vous décevoir peut-être, mais ce n'est absolument pas de cela. Enfin, absolument pas de cela. Ce n'est que très partiellement cela que fait Valéry dans son cours. En vérité, Valéry prend le terme de poétique dans son sens étymologique, de poiein, le verbe grec, qui signifie faire, et il définit la poétique comme la science, la poétique, comme il aime à l'appeler, il la définit comme la science de la production intellectuelle. C'est comment l'esprit produit, et produit non seulement dans les arts, dans la littérature, mais dans les sciences, tout aussi, toutes sortes de productions intellectuelles. Comment l'esprit produit ce que Valéry nomme de manière assez générale, c'est un terme qui revient très souvent chez lui dans son cours, les œuvres de l'esprit, au sens très très large, les œuvres de l'esprit. Et pour Valéry, il y a les œuvres de l'esprit individuelles et aussi, nous allons le voir, les œuvres de l'esprit collectives. Alors, je ne vais pas ici vous résumer le cours, mais disons que le cours se divise plus ou moins en deux périodes. Il y a les 2 premières années, Valéry essaie de réfléchir à la manière dont l'œuvre de l'esprit est produite individuellement. Donc comment le créateur, le penseur produit. Il produit, c'est le cours de la première année, à partir de bases psychophysiologiques, qui sont ce que Valéry appelle la sensibilité, les productions de la sensibilité. Et la sensibilité n'est pas quelque chose de passif, comme on pourrait l'imaginer, a priori, mais c'est quelque chose d'actif.
Hein, c'est une des productions qui arrivent à l'esprit, des productions d'images, de sensations, bien sûr, qui nous arrivent par le monde, de souvenirs, de mémoires, et qui sont parfois très, très autonomes, c'est-à-dire que Valéry s'intéresse beaucoup au phénomène des couleurs complémentaires. Vous regardez une couleur, le vert, et si vous fermez les yeux, vous voyez apparaître le rouge, hein, par ailleurs. Et donc il y a des phénomènes de production absolument spontanés et automatiques de sensations qui arrivent à l'esprit, et qui peuvent être de la musique, des rythmes, etc. Et c'est à partir de ces productions-là que l'esprit va travailler, faire son travail conscient. Et ce travail-là, Valéry va l'expliciter, l'analyser dans la deuxième année en prenant comme modèle le modèle thermodynamique, comme un cycle thermodynamique, comme un cycle complet où l'esprit part d'un moment donné à partir d'une étincelle, qui est l'étincelle de la sensibilité, il travaille pour revenir au moment initial. Donc c'est comme une machine, un moteur qui fonctionne et qui revient à son état initial. Et ça, c'est le cours qu'il fait dans les 2 premières années. Donc c'est la création au niveau individuel. Et puis, dans les années suivantes, alors il y a l'année de la drôle de guerre qui est une année un peu difficile, où Valéry fait relativement peu de cours, et puis dans les années suivantes, Valéry va s'intéresser à la manière dont, d'abord, le créateur, le penseur, peut travailler consciemment sur son œuvre, et ça, il peut y arriver par le langage intérieur, par le langage que nous tenons à l'intérieur de nous-mêmes, et donc il y a des réflexions tout à fait passionnantes là-dessus qui avaient déjà intéressé les linguistes sur le langage intérieur, et Valéry en arrive à un autre degré de réflexion sur les œuvres de l'esprit, ce qu'il appelle les œuvres collectives de l'esprit, c'est-à-dire que pour entrer dans le travail de création, nous devons avoir confiance dans ce qui en sortira. C'est une véritable aventure, comme dit Valéry, une aventure intellectuelle, c'est-à-dire que nous n'en connaissons pas la fin. Et cette aventure, nous nous y lançons parce que nous avons confiance. Il y a une fiducia, c'est le terme latin que Valéry emploie, un crédit que nous accordons à nous-mêmes, ou bien une fiducia qui existe aussi au niveau social, et qui fait que, eh bien, dans la société elle-même fonctionne sur la fiducia, sur la confiance que nous faisons à des institutions, ce que Valéry appelle les œuvres collectives de l'esprit. Quelles sont ces institutions? C'est le langage, c'est la politique, c'est le droit, c'est la religion. Et donc, à partir de là, il y a toute une réflexion sur le fonctionnement du droit, de la politique, une réflexion sur la pragmatique du droit, tout à fait passionnante, et qui annonce, par exemple, ce que va faire Austin dans la pragmatique générale du langage dans les années 40 et 50. Mais Valéry fait ça de manière tout à fait indépendante. Et je peux vous montrer ici quelques schémas intéressants de cette réflexion de Valéry. Alors là, vous voyez un schéma. Valéry fait beaucoup de schémas au tableau. Alors, c'est pas un schéma au tableau ici, c'est un schéma sur son manuscrit. Mais vous voyez à la base la vie cyclique pure de la plante. Arrive l'étincelle, ce que Valéry appelle l'écart. Et puis, peu à peu, cet écart, qui devient une sorte d'écart prime quand il est travaillé un peu plus haut par l'esprit, cet écart aboutit à une autre échelle de fonctionnement, c'est le fonctionnement conscient de l'esprit sur cet produit de la sensibilité, qui aboutit à l'idée de perfection, l'idée d'impersonnalité, ça c'est très important pour Valéry, l'idée que le travail conscient de l'esprit aboutit à un travail presque machinal, c'est-à-dire que l'œuvre qui compte pour Valéry, c'est pas l'œuvre poétique, c'est pas seulement l'œuvre qui est faite, mais celle qui peut être refaite, c'est-à-dire celle qui peut être refaite consciemment par une machine. Et donc, le créateur devient en quelque sorte une sorte de monstre, quelqu'un qui ne correspond pas au fonctionnement normal de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il appelle cette œuvre impersonnelle une sorte, en latin, vous voyez plus haut, je ne sais pas si j'ai pas le pointeur, l'opus monstri, hein, l'œuvre du monstre. Bon, je ne vais pas vous commenter tout ce schéma, mais je le trouve assez passionnant, voilà, où le créateur se transforme en automate ou en machine.
Ici, vous voyez un schéma qui correspond plutôt à la deuxième partie du cours sur les 8 années, où vous voyez ce bâtiment-là au milieu ou bien en bas, qui est un bâtiment des œuvres collectives de l'esprit avec le langage, la société. Vous voyez le droit, les lois, les arts et les sciences, et ce sont ces institutions qui jouent un rôle important dans le fonctionnement social. Il y a un autre schéma que je voudrais vous montrer, alors que je trouve assez étonnant celui-là. Si vous avez deux montagnes, une des montagnes correspond aux besoins, à la montagne des besoins, et plus on va vers le haut, plus on va vers des satisfactions de besoins qui sont des satisfactions plus sophistiquées et qui s'éloignent de la grande majorité de la population. Là, il faudrait, je n'ai pas de pointeur, mais je pourrais le commenter plus en détail. Mais vous avez le schéma des besoins qui commence, excusez-moi, je lis, manger, foutre, avoir chaud, payer par, et puis ça va plus loin vers le confort. Et puis vous avez une deuxième pyramide par laquelle on passe par le biais du langage, qui est la pyramide des créations du langage. Celles qui sont accessibles à tous, et il y a vous voyez le chiffre de 1 million de personnes, et puis celles qui s'acheminent vers les productions les plus pures, la science pure, vers le haut, où il n'y a là à la fin que 10 personnes. Et entre les deux se situe la zone des nuages, donc il y a je pourrais commenter l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, mais je ne pourrais pas le faire ici. Ça vous donne un peu une idée, si vous voulez, de la réflexion très imagée qui est celle de Valéry. J'aurais voulu vous parler de deux choses à la fois, il va falloir que je choisisse jusqu'à 10h30 plus ou moins pour terminer. J'aurais voulu vous parler des discours que tient Valéry. Il y a des discours extrêmement frappants que tient Valéry pendant la guerre, ici, dans ce cours, sur la politique, sur les réserves intellectuelles de l'Europe, qui dit ça en 1940. Il faut que l'Europe déploie ses réserves intellectuelles pour faire face à la crise actuelle. On est pendant la drôle de guerre. Il y a le sentiment de l'urgence qui se passe. L'idée, en 1943, par exemple, il parle de cette portée, l'esprit à bout de bras, comme un vieux prêtre qui maintient le christianisme à bout de souffle dans une société déchristianisée. Il cite un vers de Louis Bouillet, l'ami de Flaubert, un vieux prêtre courbé qui porte une colombe dans une église désaffectée. Et c'est la mission que se voit Valéry en tant que penseur, que créateur sur cette chair. Donc c'est de maintenir vivante la flamme d'une chandelle, si je puis dire, lumineuse, dans une institution comme le Collège de France. Il raconte, un peu plus tard, il y a des réflexions tout à fait passionnantes sur la mondialisation de la culture, le fait que nous sommes, en 1942, nous sommes dans un monde qui va se mondialiser. Il parle d'après-guerre, de la Chine qui va rentrer, évidemment, dans le concert mondial de la culture. Et est-ce qu'on peut imaginer un art, dit-il, qui puisse satisfaire indépendamment de la position ethnique et géographique du consommateur ? Voilà des réflexions tout à fait intéressantes qui se posent à nous. Est-ce que l'art grec pourra rester un art universel, par exemple l'art, je veux dire, de la Grèce antique ? Il y a des réflexions assez pessimistes, je dois dire, où il dit qu'il est un vieux monsieur, etc. Mais je passe là-dessus, c'est très, très émouvant. Et il critique la poésie moderne. Mais en même temps, il dit, bon, je ne suis qu'un vieil homme, que valent mes jugements là-dessus ? Et puis, il y a ce cours, en 1944, le 15 décembre 1944. Je veux lire le début de ce premier cours, où après il va parler de Voltaire, et de Voltaire comme puissance intellectuelle qui s'oppose au crime contre l'humanité, et comme une date aussi importante dans l'histoire de l'humanité, Voltaire, que l'a été Jésus-Christ, parce que Voltaire, c'est la puissance de l'esprit qui intervient dans la société et contre les pouvoirs établis, contre le pouvoir politique, contre le pouvoir judiciaire. C'est l'affaire Calas, bien sûr, vous connaissez, et les autres affaires dans lesquelles intervient Voltaire. Et il y a pour Valéry, vraiment, Voltaire est la figure centrale qui va permettre de penser le rôle de l'intellectuel. Et toute cette année 1945 est une année
qui porte sur l'engagement de l'écrivain. On n'imagine pas cela chez Valéry. Valéry, on imagine plutôt un art un peu éthéré, etc. Mais Valéry intervient à ce moment-là dans les débats qui, évidemment, parcourent la société et le monde littéraire et intellectuel français de 1945, le débat de l'épuration, bien sûr. Et Valéry va réfléchir à la responsabilité de l'écrivain et à cette question fondamentale. Mais il commence ce cours du 15 décembre par ce très beau texte que je veux vous lire. Ce sont ses premiers mots. Ce cours, que je reprends une fois encore, se rouvre sous un jour bien heureusement différent de beaucoup d'autres qui le précédèrent. Une sorte de foudre a déchiré la nuit. Une trop longue durée de contrainte générale a cessé, qui pesait sur les cœurs et réduisait l'esprit à s'exprimer dans l'ombre. Sous le régime de la crainte, toute notre nation vécut dans une unique arrière-pensée, durer pour vivre et vivre pour revivre. N'oublions pas que nous avons connu ce que c'est que d'être unanime. Alors ça commence ainsi comme une sorte de poème en prose en vérité. C'est extraordinairement écrit et l'unanimité évidemment c'est l'unanimité de la libération de Paris le 25 août 1944. Et Valéry continue. Mais il faut en venir à nos affaires. Voici un très mince souvenir de ce temps misérable dont je vous parlais, qui pourra nous introduire à ce que je veux vous dire aujourd'hui et qui passe un peu les limites de ces leçons. Un certain vendredi d'il y a quelques mois, comme je venais ici à l'heure de vous entretenir comme de coutume, un officier de l'armée d'occupation m'arrêta devant la grille de ce collège et me demanda si c'était un musée. Je lui répondis que c'était une école. Et, alors c'est l'officier qui parle, je ne vais pas vous faire l'accent de l'officier allemand dans La Grande Vadrouille, mais vous l'imaginez. Et qu'est-ce que l'on enseigne dans cette école, me dit-il. Monsieur, lui dis-je, c'est Valéry, monsieur, lui dis-je, il serait trop long de vous l'expliquer, je vous dirai seulement ceci, c'est ici une maison où la parole est libre, elle a été créée expressément pour cela et par un roi. Il parut étonné, salua et s'enfuit. Voilà, c'est très beau, voilà, c'est une très belle anecdote, je trouve. On peut terminer là-dessus. Juste, je vous passe sans les commenter une série d'images comme ça qui apparaîtront dans le fond, parce que Valéry est aussi un excellent dessinateur. Je vous les passe comme ça sans commentaire, comme ça pour terminer, pour que vous voyez encore un peu ce qu'il y aura dans l'édition et ce qu'il y a dans le. Ça, c'est un buvard. C'est un buvard que Valéry de l'Assemblée pendant l'Assemblée. Valéry s'ennuie et il fait des petits dessins. Bon, voilà, je ne les commente pas. J'aurais fait un commentaire avec l'homme de Vitruve, mais peu importe. D'autres dessins qu'il a aussi assez passionnants, mais je ne peux pas vous le faire. J'aurais fait le rapprochement de l'escargot avec cette peinture de l'escargot commentée par Daniel Arras dans cette annonciation de. Bon, mais peu importe, ce sera pour une autre fois. Extraordinaire figure de l'observateur sur un objet, on ne sait pas trop si c'est un ornement, un objet mobilier, mais ça, c'est l'observation, test, observer l'esprit. Voilà ça, c'est un dessin très agrandi. Un incroyable dessin de cet hippogriffe sur des ruines en flammes, qui me fait penser, mais ça c'était trop long à vous dire, me fait penser à Shiva, figure aussi de la destruction et de la construction, mais peu importe. Un dessin de femme, de corps féminin sur une dactylographie du cours. Alors, il y a un peu de la sensualité, il y a ce pistolet et puis ce dessin sur la forme et le fond à commenter. Et puis il y a une sorte de similarité de le pénis ici, me semble-t-il, qui sort, d'où sort un ornement, la fameuse spirale qu'on a vue tout à l'heure. Enfin bon, il y aurait des commentaires, on pourrait rester un quart d'heure sur ce dessin, mais je le ferai un jour, je le ferai peut-être en cours. Voilà, ce sont les œuvres perdues dont je dois parler dans mon cours. C'est assez passionnant. Voilà un très très beau dessin, je trouve très agrandi, mais il y a ces dessins de fenêtres, un paysage romain, italien, on dirait, peut-être pas une terrasse romaine, on imagine ça. Et puis je termine sur un poème. Ah oui, je termine là-dessus, parce que Valéry était poète. On trouve dans ses notes un poème en prose qui s'appelle Exercice. Et c'est assez typique des exercices mentaux de Valéry. Et je termine là-dessus et je m'arrête. Tu te feras ce soir même, avant le sommeil, un système de ta pensée, de ses lumières et de ses ombres, de ses besoins véritables, de ses moyens. Mais aussi, tu te feras un système de ton corps, tel que tu le connais et le ressens, et qui n'est point une figure dans l'espace, mais l'espace vrai lui-même,
un espace dont tout ce que voient les yeux n'est qu'une facette. Et il intitule peu cela « L'ennemi des songes », parce qu'effectivement, si vous faites ce type d'exercice avant de vous endormir, je pense que vous avez du mal à vous endormir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, William, pour cette conférence enthousiasmante et nous attendons vraiment avec une impatience considérable la publication des 2 volumes que tu prépares si bien. Et pour un auteur et un collègue, Paul Valéry, bon, je ne vais pas reprendre, mais qui a tellement à nous dire encore et toujours, surtout dans ce collège qui est celui des sciences et des arts et de la pensée sous toutes ses formes. Merci beaucoup. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps pour des questions, sauf s'il y a quelques questions irrépressibles. Sinon, nous pouvons peut-être prolonger la discussion au Salon Bleu, et là, vous pourrez interagir avec, par exemple, avec William, bien sûr, pour poser vos questions de cette manière-là. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de nous rejoindre. On se rejoint tout de suite.